Bienvenue à Univers Santé francophone, un balado sur les nouvelles idées en santé, en éducation médicale, en recherche et en bien-être. Ce balado vous est offert par les affaires francophones de la Faculté de médecine de l'Université d'Ottawa et s'adresse à tous. Bonjour, ici Jean Roy. J'ai la chance de recevoir aujourd'hui le Dr Denis Charest, interniste à l'hôpital Montfort. Denis est un grand vulgarisateur. Tous les sujets deviennent limpides quand il nous les présente. Il nous parle aujourd'hui des approches non pharmacologiques dans le traitement du diabète et sa prévention. Il nous parlera aussi de l'importance de l'approche multiprofessionnelle. Cher Denis, comme je te connais, je vais te tutoyer si tu es d'accord. Bien sûr. Parfait. Alors Denis, comme prévu, parle-nous un peu de toi, de ta spécialité, de ton travail. Pour ceux qui ne te connaissent pas, bien si plusieurs te connaissent pas mal bien. D'accord. Alors, je suis spécialiste en médecine interne. Donc, j'ai fait ma formation en médecine interne générale, soins intensifs. Et depuis 1998, je travaille comme interniste à l'hôpital Montfort. Donc, j'ai travaillé aux soins intensifs, j'ai travaillé auprès des patients hospitalisés. Et depuis quelques années, je me consacre uniquement à la gestion des maladies chroniques en soins ambulatoires. Puis évidemment, j'ai eu la chance de faire de la recherche, d'enseigner à l'Université d'Ottawa également auprès des étudiants et des résidents et de travailler au sein d'équipes multidisciplinaires. Excellent. Puis, encore un peu avant de commencer, comment tu nous expliquerais rapidement, pour quelqu'un qui serait complètement novice, qu'est-ce que le diabète type 2? Oui, c'est une bonne question parce qu'on parle des diabètes, type 1, type 2. Le plus fréquent, le plus associé à l'histoire familiale, c'est le diabète de type 2. Le diabète de type 2, c'est une maladie complexe dont il y a un déficit d'insuline partiel, mais jamais complet, mais très souvent aussi de la résistance à l'insuline. Donc, ce n'est pas associé à notre diète nécessairement. Il y a des facteurs hormonaux, des facteurs de poids, des facteurs de stress qui contribuent à la maladie. Mais c'est de loin celui qui est le plus fréquent et c'est lui qui est en pleine progression également aussi. Puis il y a des facteurs, j'oserais ajouter, génétiques aussi, j'imagine, ou... Surtout avec le type 2. Dans le cas du type 1, qui est vraiment le déficit complet en insuline, c'est beaucoup moins génétique. C'est l'effet de la chance souvent. Mais dans le type 2, l'histoire familiale joue un rôle. Et on ne peut pas changer la génétique. C'est un risque qui demeure. OK. Aujourd'hui, comme on l'a dit en introduction, on voulait un peu mettre l'accent sur l'importance des équipes. Puis s'il y a quelqu'un qui a l'expérience des équipes multiprofessionnelles ou interprofessionnelles, c'est bien toi. Et moi, comme généraliste, comme médecin de famille, je suis assez conscient aussi que la force des équipes, je veux dire, pour traiter une maladie comme le diabète, qui est multifactorielle, qui est complexe, les équipes sont super importantes. Alors, j'aimerais ça que tu nous parles un peu de ton équipe, un peu la décrire, c'est quoi un peu les rôles de chacun, puis dans quelle mesure c'est une option vraiment incontournable, mettons, pour bien soigner le diabète. C'est sûr que les patients qui sont référés à la clinique du diabète de l'hôpital Montfort sont en général plus complexes. Donc, le médecin tout seul n'arriverait pas à modifier les comportements et le besoin du support de l'équipe. On est très, très chanceux à Montfort de pouvoir compter sur une diététiste professionnelle spécialisée dans le diabète, parce que la nutrition, on va voir, c'est essentiel. On a une infirmière éducatrice également qui s'occupe de toute l'éducation, les aiguilles, les glucomètres, répondre aux questions des patients. Mais puisque c'est complexe, puis on sait qu'il y a des facteurs psychologiques, on a aussi des psychologues qui peuvent aider les patients à gérer leur maladie chronique. Et quand tout va mal sur le plan social, on a aussi une travailleuse sociale qui va aider les patients, notamment avec les aspects financiers reliés de la maladie. On peut avoir également un contact avec un pharmacien parfois qui va nous aider avec les traitements les plus complexes. OK. Et tu es d'accord avec moi? Moi, quand je regarde ça, le service que vous offrez, parce que j'en ai connaissance, parce que certains de mes patients de fait complexes ou pour lesquels je n'arrive pas à des résultats, même si moi je travaille dans une équipe, elle n'est pas spécialisée dans le diabète. Donc c'est clair que je ne pourrais jamais rivaliser moi seul, même si je passais des heures avec mes patients, même si je voulais absolument m'en occuper complètement, je ne pourrais jamais faire ce qu'une équipe fait.
Ce qu'une équipe fait, parce que le médecin est très limité, il s'occupe du diagnostic, établit un plan de traitement, mais tout l'aspect éducatif, changement de comportement, tout l'aspect psychosocial, le médecin, le spécialiste, ne pourrait pas le faire tout seul. Donc, on a besoin de l'expertise des membres de l'équipe, justement pour mettre de l'emphase sur les changements de comportement qui vont améliorer le diabète chez le patient. OK, donc je pense que tu voulais me parler encore un peu plus pourquoi c'est si important. Je ne sais pas si tu avais d'autres choses à rajouter sur l'importance de travailler en équipe. C'est essentiel dans le sens que le diabète est une maladie complexe, basée beaucoup sur les comportements. Donc, c'est une approche où on va renforcer l'importance de la diète. Donc, ça nous prend un diététiste. Éducation, c'est important. C'est quoi l'hypoglycémie? Comment j'utilise mon crayon? Qu'est-ce que je fais avec l'insuline? C'est des questions que les patients peuvent avoir, que l'infirmière certifiée éducatrice en diabète peut aider. Si le patient a vraiment des problèmes psychologiques, peur des aiguilles, ou certains patients rejetés par leur famille parce qu'ils font du diabète, on a besoin de l'équipe en psychologie pour travailler en thérapie aussi. Si le patient a une maladie que j'assume très dispendieuse, qui est le diabète, on sait comment ça coûte les lancettes pour vérifier les sucres, l'insuline, les nouveaux médicaments, on a peut-être besoin d'une travailleuse sociale pour aider à trouver des sources de financement. Donc, c'est essentiel et puis c'est primordial d'avoir accès à une équipe. C'est à l'avantage du patient à ce moment-là. Puis, moi, évidemment, comme généraliste encore, je me dis, j'ai beau leur expliquer des choses, peut-être de la bonne façon. Ce qui manque souvent dans l'intervention unique, ou en tout cas à tous les quelques mois, c'est que tu n'es pas là, justement. Pour moi, évidemment, ils ne retiennent pas tous. Non. Ils ne retiennent pas tout de la première fois. Ils ont peut-être des questions qui surgissent au fil du temps. Donc, c'est là que le support de l'équipe devient essentiel. Puis l'éducation est faite de façon plus à leur mesure, à la vitesse à laquelle ils peuvent l'absorber. Parce que je dirais aussi que le nouveau diagnostic, c'est pas toujours un choc énorme pour les patients, mais c'est quand même un certain choc. Même si c'est un diabète adulte à un âge plus ou moins avancé, ils sont quand même jamais très contents puis un peu effrayés du diagnostic. C'est vrai, parce que c'est une maladie qui impose des restrictions. Lorsqu'on dit on doit changer la diète, perdre du poids, faire de l'activité physique, vérifier les sucres, prendre les médicaments, c'est un choc. C'est un très bon point. On sait que lorsqu'on donne beaucoup d'informations, le patient va en retenir peut-être la moitié. Mais si la même information est relayée à la diététiste qui dit la même chose, et ensuite l'infirmière éducatrice, par exemple, l'arrêt tabagique, le médecin peut le dire, mais si la diététiste le renforce, et le psychologue le renforce, et la diététiste le renforce, le message passe beaucoup plus pour le patient. Donc, c'est vrai que pour les cas plus complexes, le fait de renforcer, de répéter encore une fois le message, de rééduquer, ben, c'est là qu'on a un succès. Puis j'ajouterais, qu'est-ce que tu penses de ça? Dans les modèles de travail interprofessionnel, ce qui m'ont intéressé dans les dernières années, puis on est tous intéressés par ça aussi, on parlait à un moment donné, on mettait le patient au centre des équipes. Puis récemment, en tout cas depuis quelques années, on s'est dit, ben c'est pas tout à fait le modèle idéal, parce que le patient, j'ai déjà entendu un patient faire ce témoignage-là, mais finalement, moi, je suis au cœur de mon traitement. Moi, je m'occupe de mon diabète 365 jours par année, donc je fais partie à la rigueur de l'équipe traitante. Je suis un élément. Donc, c'est comme, qu'est-ce que tu penses de cette idée-là, puis comment tu as conjugué ça à tes équipes? C'est un excellent concept. En fait, on se considère beaucoup plus des partenaires pour le patient. Donc, si on a des partenaires, c'est qu'on fait partie de la même équipe. Parce qu'au bout du compte, on a la science, on a l'évidence clinique, mais on a une personne qui doit l'accepter. Donc, c'est sûr qu'on demande beaucoup au patient, parce qu'au bout du compte, c'est lui qui va vérifier ses glycémies, c'est lui qui va changer son alimentation, mais on n'a certainement pas une approche paternaliste. Donc, on veut s'assurer qu'il soit un membre à part entière de l'équipe, qui reçoive l'information. On lui donne ce qui est de mieux en termes de traitement, pharmaco et non pharmaco. Puis au bout du compte, la décision lui appartient. Donc oui, c'est un très bon concept. Je pense qu'au lieu d'être au centre et d'avoir tout le monde qui lui dit quoi faire, il fait partie de l'équipe et on est des partenaires et non pas nécessairement des médecins ou des diététistes, puisqu'on fait tous partie de la même équipe. Donc on pourrait dire dans le fond qu'on l'entraîne, qu'on le coach. Oui, dépendamment à son désir de participer, il y a de la place pour poser des questions, pour apprendre. Donc, de fait, pour apprendre,
on a un entraînement long en médecine. Les patients, on pense qu'on leur explique en 10 minutes, ils vont tout comprendre. Donc, c'est tout à fait logique que l'apport de l'équipe va être gagnant là-dedans, puis va aider les patients à sentir, à se sentir en contrôle ou un peu plus en contrôle, ce qui est une très bonne chose dans la maladie. Dr Choret nous aura donc fait comprendre l'importance du travail collaboratif entre professionnels et le tout sera vraiment bénéfique pour le patient. Surtout si on apprend à lui donner toute la place et qu'il devient vraiment un partenaire dans l'équipe de soins. Ensuite, on a abordé un autre sujet avec Denis, l'approche non pharmacologique. Je suis assez curieux de savoir ce qu'il aura à nous dire dans le traitement du diabète et quelle est son expérience. On voulait aussi parler, c'était un peu notre deuxième sujet, au deuxième sujet auquel on avait songé avant de faire ce balado, c'est on voulait pas parler des médicaments parce qu'il n'y a pas que ça, même si ça a son importance clairement, puis il y a des molécules tout à fait fascinantes, même en diabète et en cardio, etc., etc. Mais on voulait mettre l'accent aujourd'hui sur les approches non pharmacologiques. Alors, qu'est-ce que l'approche non pharmacologique? En fait, c'est encore plus fort pour ce qui est d'atteindre les cibles que l'approche pharmacologique. Ça veut dire quel comportement est-ce que je peux modifier qui va faire en sorte que mon diabète est mieux contrôlé et je puisse atteindre mes cibles. Alors, on revient toujours aux mêmes facettes. Activité physique, diète, contrôle du stress, amélioration du sommeil, équilibre de vie, tout ça fait partie du traitement. Et lorsqu'on parle du poids, on sait que perdre 5 à 10 % de son poids, c'est un traitement extrêmement efficace pour le diabète de type 2. On peut y arriver avec la médication, mais si quelqu'un est motivé à changer la façon de manger, à bouger davantage, l'impact va être énorme sur le diabète. As-tu des chiffres pour ça? Quel impact? Je te dis ça parce que moi, j'ai vu des chiffres qui disaient, si on compare aux meilleures molécules, mettons, je pense à l'exemple des molécules pour abaisser le cholestérol ou l'insuline. Oui. Je ne connais pas les chiffres pour l'insuline, mais le cholestérol, je sais qu'on parle d'une réduction du risque de maladie cardiaque, mettons 30 %. Oui. Mais on dit que l'exercice et la perte de poids, tu peux avoir des gains qui sont plus que ça encore. C'est énorme, hein? 5 à 10 % de poids corporel, parce que les gens veulent perdre du poids, puis des fois, ils veulent perdre la moitié de leur poids. Ça n'arrivera pas. Mais perdre 5 à 10 % du poids, ça a un impact majeur sur les glycémies, sur les triglycérides, sur le foie gras, sur l'apnée du sommeil. Donc, toutes sortes de choses améliorées par la perte de poids. Donc, oui, on a des molécules pour aider, malgré que le système public n'encourage pas les molécules, ça coûte très cher. Mais lorsque quelqu'un est vraiment motivé, puis qu'il a le goût de travailler avec le médecin, avec la diététiste, avec l'entraîneur personnel, s'il y en a un, les résultats sont spectaculaires. Et moi, ce que j'ai vu dans ma pratique, le traitement le plus efficace pour abaisser ce qu'on appelle l'hémoglobine A1C, c'est vraiment l'approche non pharmacologique. Alors que l'insuline peut le baisser par 2 %, j'ai vu des patients qui ont abaissé leur pourcentage par 6-7 % simplement en perdant 10 % de leur poids corporel. Donc, c'est énorme. Donc, on pourrait dire, moi je dis ça à mes patients, en fait j'ai dit ça aujourd'hui, un patient qui est vraiment très obèse, qui est légèrement diabétique aussi, devrait perdre probablement, je ne l'ai pas calculé, mais 50 livres. Mais le message que tu dis, c'est ce que je lui ai dit aussi, commence par en perdre 5. Ouais. Ça va te donner des gains, tu vas être content de toi, puis on verra après. C'est ça. Parce que souvent, l'approche n'est pas réaliste. Les patients vont penser qu'avec la diète, l'activité physique, ils vont perdre la moitié de leur poids. C'est beaucoup plus complexe que ça. Il y a des facteurs hormonaux. Et la fameuse génétique joue un rôle dans l'obésité aussi. Donc, souvent, on leur demande, est-ce qu'il y a un de vos parents avec de l'obésité? Puis si c'est oui, c'est encore plus difficile. C'est comme si le métabolisme était ajusté en fonction de la génétique. Donc, le message, si tout le monde qui a un surpoids perdait 5 à 10 %, ce serait des milliards qu'on économiserait dans le système de santé, en plus du bien-être personnel de tout le monde. Et en ce qui est de l'exercice, tu entends souvent, moi je crois beaucoup à l'exercice. Comme je disais tantôt, j'ai lu que ça pouvait réduire
le risque cardiaque de près de 50% et cancer du côlon, etc. Et ça, il y a beaucoup, beaucoup de bénéfices qui sont ignorés. Oui. D'ailleurs, je dis souvent aux patients, l'exercice, c'est bon, hein? Ils me disent tous oui. Mais là, vous me dites oui, mais vous ne réalisez pas à quel point c'est bon. Est-ce que j'ai peut-être deux questions. Est-ce que tu l'as un peu dit déjà, est-ce que c'est aussi important, ou la magnitude de l'effet de l'exercice, est-ce qu'il est aussi important que la pharmacologie? Oui, ça c'est prouvé. Ce qui est moins prouvé, c'est les gens qui vont dire je vais manger de la même façon, puis je vais perdre 5 à 10% de mon poids par l'exercice. Ça, c'est moins prouvé. On perd pas de poids uniquement en mangeant de la même façon et en faisant de l'activité physique. Mais lorsqu'on fait des changements alimentaires et on combine à l'exercice, là, c'est assez spectaculaire. L'exercice renforce le bien-être. L'exercice renforce le cœur et les poumons. Il y a des avantages incroyables sur le système immunitaire et ça diminue la résistance à l'insuline. Donc, ça a un impact sur le diabète. Mais souvent, les gens vont me dire ben, moi, je vais faire de l'exercice, je vais perdre du poids. Puis là, ils sont déçus parce qu'ils ne perdent pas de poids. Ben, comment vous vous sentez dans le fond? Il ne faut pas oublier que le poids, c'est la balance. Hein? Puis si on fait de l'activité physique, admettons musculation, on augmente la masse musculaire. Donc, sur la balance, on peut peser plus, alors que notre tour de taille est moins. Donc, je dis aux gens, ne vous fiez pas uniquement sur la balance. Regardez le tour de taille, qui est extrêmement important, puis regardez comment vous vous sentez maintenant. Parce que les endorphines, les hormones du plaisir sécrétées par l'exercice, ont des bénéfices assez incroyables. Et on sait que les gens sédentaires qui ne font pas grand-chose ont une espérance de vie beaucoup moindre. OK. Donc, le message là-dedans, c'est l'exercice ne te fera probablement pas perdre de poids en soi, mais il y a un avantage énorme sur tes facteurs de risque, sur quand tu es diabétique, sur le contrôle de ta glycémie, etc., puis ton bien-être, comme tu l'as bien dit. Exactement. Qu'est-ce qu'on fait avec les gens? T'sais, on sait très bien qu'on recommande l'exercice à des gens, mais souvent on a l'impression, puis même ils vont nous répondre, moi j'aime pas le sport, j'aime pas. Est-ce qu'on a des études qui démontrent que si on les entoure bien, à la rigueur on leur fournit un coach physique, je sais qu'il y en a des patients qui découvrent l'exercice, des fois à un âge plutôt avancé, puis ils deviennent un peu passionnés, ils se mettent à marcher ou à faire du vélo. Est-ce que ça vaut la peine d'insister? Il y a eu des études sur l'exercice des résistances, les poids, l'exercice aérobique. Tout dépend de l'âge et de la capacité, mais on y voit des avantages et peu importe l'âge. Alors, l'erreur qu'on fait souvent, c'est un patient sédentaire va se dire, moi je vais courir le marathon. Il faut y aller très tranquillement. Donc, ça commence par la petite marche le soir, on augmente, et ensuite on utilise des petits poids, etc. pour faire la musculation légère. Donc, il y a moyen d'intégrer tout ça. Puis, une autre étude qui avait été intéressante, lorsque l'exercice est prescrit sur une prescription par le médecin, ça a un impact. Le patient s'attend à avoir une pilule et vous lui prescrivez une marche tous les jours. Et en diabète gestationnel, c'est ce qu'on fait. Quand les patientes enceintes ont du diabète et que la glycémie du matin est élevée, on ne leur prescrit pas de l'insuline, on leur prescrit une marche et une collation, imaginez. Et à ce moment-là, ça s'abaisse. Donc, c'est prouvé que le non-pharmaco a vraiment une importance. Donc, oui, ça a son rôle. L'exercice, c'est pour tout le monde. Par contre, il faut y aller à notre propre rythme, puis connaître aussi les restrictions qui peuvent exister. Puis dans les équipes multi, est-ce qu'il n'y a pas toujours, mais il y a des promoteurs, ça existe. Je sais que dans notre équipe, nous, on a un promoteur d'exercice. On en a déjà eu. Malheureusement, je dirais que la profession de kinésiologue, question de budget, n'est plus dans les hôpitaux. Par contre, si vous vous rappelez, exactement ici, où vous étiez dans votre clinique de médecine familiale, c'était notre clinique de diabète. Et en plein milieu, il y avait un gymnase. Alors, imaginez l'impact que ça avait pour les patients qui venaient voir le spécialiste et qui voyaient la réadaptation cardiaque s'entraîner. Donc, en réadaptation cardiaque, on a encore les physiothérapeutes, activité physique. En diabète, malheureusement, les hôpitaux ont enlevé ce poste-là. Mais heureusement, on a toujours diététistes et les autres membres de l'équipe. Là, qui Donc, on pourra espérer demander à nos politiciens que un retour. Peut-être c'est une bonne idée. Là, je vais te poser la question, on a parlé du diabète et tout ça, mais l'idéal, c'est peut-être mieux de ne pas, on ne dira pas l'attraper, mais de ne pas devenir diabétique. Et à ce moment-là, est-ce qu'on peut prévenir avec des mesures un peu encore là non pharmacologiques? Lorsque le diabète type 2, on a dit que c'était une maladie génétique, il y a un gène qui nous guette. Donc, on est beaucoup plus à risque de le développer. Est-ce qu'on peut prévenir le diabète? Définitivement. Mais ça passe toujours par la même chose. Maintenir un poids santé, maintenir une activité physique constante selon l'âge, puis essayer le plus possible de gérer le stress.
Donc, oui, on peut prévenir le diabète à un jeune âge si on encourage des changements de comportement. Donc, c'est assez triste de voir des enfants maintenant avec d'obésité qui ont du diabète type 2 à 8, 9 ans. Souvent, il y a une histoire familiale. Mais si on peut encourager les gens à manger mieux, à bouger davantage, puis surtout en diminuant l'anxiété qu'on peut retrouver, c'est comme ça qu'on va prévenir le diabète. Parce qu'on ne peut pas guérir le diabète. Vous savez qu'au moment du diagnostic, ça fait 10 ans que ça a commencé. Par contre, on peut atteindre les cibles et le stabiliser. Donc, est-ce qu'on guérit du diabète type 2? Non. Il sera toujours là. Par contre, on peut le maintenir stable avec une cible vraiment sécuritaire et ce, pour le long terme. On pourrait aussi imaginer des gens qui mangent bien, qui maintiennent un poids santé, qui font de l'exercice, auraient moins de risques de le développer. Absolument. Puis c'est pas seulement le diabète. Là, on parle des maladies cardiovasculaires, les cancers, c'est la même chose. Donc, ça revient toujours à la prévention non pharmacologique. À ce point-ci, j'avais envie de te demander à Denis qu'est-ce qu'il pensait de toutes ces diètes, de la diète keto à végétarienne, à vegan, au jeûne intermittent, etc. J'ai une autre question. Qu'est-ce que tu nous dirais sur les diètes? Il y a un peu une mode en ce moment. On ne parle pas juste de nutrition, de bien manger, de faire des bons choix alimentaires, mais on parle de diète végétarienne ou végane. On parle de diète keto. On parle de sans gluten, etc., etc. Est-ce qu'il y a des avancées là-dedans? Est-ce qu'il y a des études? Est-ce qu'il y aurait quelque chose qui serait préférable? Qu'est-ce que tu en penses? On remarque que les gens recherchent souvent la solution facile pour perdre du poids. Et les spécialistes en diabète, comme les diététistes s'entendent, ça prend un régime varié, ça prend quelque chose qui est soutenable à long terme, avec des meilleurs choix alimentaires et du temps pour se gâter également aussi. Donc, lorsqu'on parle de diète végane, c'est radical. Lorsqu'on parle de diète keto sans gluten, c'est très radical parce que dans le fond, c'est vraiment une restriction où on se concentre sur certains produits. Si vous regardez les lignes directrices sur l'obésité, ils n'endossent aucune diète. Donc, la diète miracle ne fonctionne pas simplement parce qu'elle n'est pas soutenable à long terme. Donc, et particulièrement, il y a une étude récemment qui est parue cette semaine, en fait, qui démontrait que la diète keto, en fait, pouvait être nocive, notamment chez les patientes enceintes, en donnant des dommages neurologiques chez les bébés, jusqu'à 30%. Le jeûne intermittent chez un patient diabétique est très dangereux aussi, parce qu'à ce moment-là, en état de jeûne, évidemment, le foie fabrique plus de sucre. Donc, nous, on n'encourage aucune diète qui a un nom. Ce qu'on encourage, c'est des changements alimentaires. C'est choisir des produits avec des index glycémiques bas. Donc, on évite ce qui est blanc pour aller vers ce qui est entier. Beaucoup plus près de la diète méditerranéenne. Donc, des protéines à chaque repas, légumineuses, plus de légumes que de fruits. Et une perte de poids progressive qui peut aller de 1 demi-livre à 1 livre par semaine à long terme. Donc, souvent, les gens recherchent dans la diète la solution à tous leurs problèmes. Ils font des tests sanguins, puis on leur trouve des intolérances alimentaires. Ça n'a aucun sens. Ces tests-là n'ont aucune validité scientifique. Donc, c'est pas dans l'alimentation qu'on va trouver la réponse à tous nos problèmes. C'est peut-être dans une autre approche plus globale sur le plan psychosocial qu'on va essayer d'améliorer le tableau. Le seul risque, par contre, c'est que le diabète est une maladie de riches. Et on s'aperçoit que beaucoup de gens n'ont pas les moyens de suivre les recommandations. C'est pour ça que notre diététiste connaît les recettes, connaît les sources de protéines qui ne fonctionnent pas bien, connaît les épiceries. Donc, c'est important de considérer que l'aspect finance joue un rôle là-dedans. Et si on a un stress financier en plus de la maladie, bien, c'est sûr que le sucre va se mettre à augmenter. Puis, que dire de la viande comme telle? C'est un peu ma question. J'imagine qu'on va faire les meilleurs choix possibles, peut-être en diminuer un peu. Je ne sais pas, qu'est-ce que vous recommandez? C'est un très bon point. La viande en soi est une protéine, donc elle n'augmente pas nécessairement les sucres. Par contre, il y a d'autres études qui démontrent un risque plus grand avec la viande rouge, puis les viandes cuites, etc. Alors que le poisson, lui, contient des huiles peut-être beaucoup plus favorables. Donc, c'est un équilibre. Diète végétarienne, c'est possible dans le diabète, à condition de ne pas abuser des fruits, parce que ça pourrait être encore plus dommageable. Donc, il y a même des diètes végétariennes qui sont nocives pour le diabète. Si un patient consomme 10 portions de fruits par jour et qui ne consomme pas de viande, c'est beaucoup pire pour son diabète. Fait que le message, c'est l'équilibre. C'est changer graduellement, instaurer de nouveaux aliments, puis
perdre du poids, mais c'est une façon très lente pour que ce soit soutenable à long terme. Donc, un changement d'habitude, mais à long terme. À long terme. Pas des choses drastiques qui seront insoutenables. On dit un esprit sain dans un corps sain. Est-ce que le stress ou la détresse psychologique, à ton avis, influence le diabète? Beaucoup. Parce qu'on attribue toujours le diabète au sucre. Je mange trop de sucre, j'ai le diabète. C'est tellement pas vrai. C'est beaucoup plus complexe que ça. Il y a du stress qui affecte l'hormone de stress qui s'appelle le cortisol. Qu'est-ce que fait le cortisol? Envoie un signal au foie pour fabriquer du sucre. Donc, on voit souvent ça, que les gens plus stressés ont un sucre plus élevé. Ils ont leur système qu'on dit sympathique, qui sécrète de l'adrénaline. Où il va chercher son énergie, c'est dans le sucre. Donc, on s'aperçoit qu'on n'arrive pas parfois à atteindre les cibles à cause du stress et de la détresse psychologique. Donc, c'est là que le psychologue, que la travailleuse sociale vont entrer, vont nous aider, et c'est là qu'on voit des bons résultats pour les patients. Donc oui, on peut bien manger la meilleure diète, on peut bouger, mais si on se questionne à savoir pourquoi le sucre est haut, je pense que c'est important de regarder ce qui se passe sur le plan psychologique également. Excellent. Puis si je te demandais, est-ce qu'il y a des traitements d'avenir, des choses dont tu as entendu parler en ce moment? Est-ce qu'il y a des choses révolutionnaires qui s'en viennent dans le traitement du diabète ou... Oui, ben sur le plan pharmacologique, il va y avoir plein de choses. Il y a beaucoup de médicaments pour le diabète qui favorisent la perte de poids, et c'est juste le début. Il y en a d'autres classes qui s'en viennent, où les gens, avec une injection une fois par semaine, vont perdre 10 kilos. Donc, ce qui est dommage, c'est qu'au lieu de travailler sur la prévention, là, on va travailler sur le traitement de l'obésité. L'insuline, une fois par semaine, s'en vient. L'insuline orale s'en vient. Donc, au niveau pharmaco, on a quand même beaucoup de choses. On fait également des recherches sur les transplantations de pancréas pour le diabète type 1. On utilise maintenant la technologie en temps réel où on a un capteur qui envoie un signal à la pompe à l'insuline, qui corrige l'hypoglycémie. Donc, tout ça, c'est de la pharmaco. Le traitement de l'avenir du diabète type 2, c'est la prévention. Donc, c'est un retour finalement au poids santé, à l'activité physique, puis au changement alimentaire. Parce que la maladie est en pleine croissance. Et la pandémie de COVID-19 a juste aggravé la pandémie de diabète. J'ai pas beaucoup de patients qui, pendant ces mois-là, étaient moins stressés, en ont profité pour faire plus d'exercice puis perdre du poids. Ce que je vois, c'est que tous les patients que j'avais mis à cible reviennent avec 20 ou 30 livres supplémentaires. Alors, on voit comment le gain de poids s'est traduit par une détérioration du diabète et comment l'anxiété, le stress, le confinement, rester chez vous, comment les gens n'étaient pas actifs et comment ils ont vu se détériorer le diabète. Donc, puis il y a tout l'aspect anxiété. Donc moi, je vous dis, la pandémie, c'est le début. Celle du diabète et des complications commence maintenant et on commence à les voir arriver. Puis si tu rêvais un peu, là, puis tu disais que tu travailles avec des équipes, tu es conscient que c'est super important, même primordial. Si tu avais une baguette magique ou si tu étais ministre de la Santé en Ontario là, ou au Québec, qu'est-ce que tu aimerais avoir comme outil supplémentaire, mettons, pour mieux t'occuper des gens? On a des excellents traitements et on a des excellents traitements à l'hôpital, mais on ne fait pas grand-chose en prévention. Où sont les kinésiologues dans les cliniques médicales? Où sont les diététistes dans le public? On parle pas aux jeunes nécessairement. Est-ce qu'on enseigne vraiment l'alimentation? Est-ce qu'on enseigne le diabète à l'école primaire? Donc, on pourrait changer la façon d'éduquer. On pourrait intégrer des équipes pour vraiment faire du renforcement puis essayer de prévenir. Parce qu'on sait que, particulièrement aux États-Unis, cette génération actuelle a moins d'espérance de vie que leurs parents. Donc, c'est prouvé que ça s'est détérioré. Et là, si on rentre dans un contexte post-pandémie où il y a plus de détresse, plus d'anxiété, on sait qu'il va y avoir plus de diabète aussi. Donc, si on pouvait avoir accès à des meilleures ressources en prévention, puis avoir de l'aide également pour les patients qui ont des troubles financiers. Pourquoi les médicaments pour l'obésité coûtent si cher? On a des bons traitements qui pourraient faire perdre du poids, mais lorsque ça coûte 400-500 $ par mois, le régime public n'est pas d'accord. Vous savez que le régime public ne reconnaît pas l'obésité comme une maladie chronique. Donc, c'est une maladie chronique, mais pour eux, c'est un facteur de risque. Donc, la plupart des compagnies d'assurance, gouvernement, refusent de traiter l'obésité. Donc, c'est ce que je verrais, plus de sensibilisation, plus d'éducation, un meilleur accès aux thérapies pour aider à la perte de poids. Puis je pense qu'on verrait diminuer les complications reliées au diabète éventuellement. Excellent. Bien, Denis, je pense qu'on a assez bien couvert le sujet.
Je pense que ce que tu nous as appris aujourd'hui va être assez utile aux patients, aux équipes, aux médecins aussi. Est-ce que tu aurais... je sais que tu nous as passé beaucoup de messages très pertinents et intéressants. Je pense qu'on les a retenus, mais si tu avais un dernier mot, une dernière recommandation, quelle serait-elle? Ben, en fait, ce que je dis toujours aux patients, mangez bien, bougez bien, dormez bien et soyez heureux. C'est la clé pour atteindre les cibles avec votre diabète type 2. Puis je retiens que tu as parlé du sommeil. Puis ça pourrait peut-être être un sujet d'un autre balado, mais c'est vrai que le sommeil est primordial pour la santé, puis on en parle trop peu. C'est peut-être le seul avantage de la pandémie. Les gens ont peut-être dormi un petit peu plus. Ils ont sauvé le voyagement soir et matin. Écoute, Denis, je te remercie grandement. Merci de t'être lancé dans cette aventure de balado pour les affaires francophones que l'on commence cette année. Alors, on aura sûrement l'occasion de se reparler éventuellement. Je te remercie grandement. Merci beaucoup pour l'invitation. Ça me fait plaisir. Nous recevions aujourd'hui le Dr Denis Choré. Je le remercie sincèrement pour avoir plongé avec nous dans cette nouvelle aventure. Je tiens aussi à remercier l'équipe des Affaires francophones qui a travaillé avec moi au concept et m'a offert un appui moral et technique. Je remercie particulièrement Isabelle Briand-Turpin et Virginie Albert. À très bientôt pour un autre Univers Santé francophone. Dans les cliniques médicales, où sont les diététistes dans le public? On parle pas aux jeunes nécessairement. Est-ce qu'on enseigne vraiment l'alimentation? Est-ce qu'on enseigne le diabète à l'école primaire? Donc, on pourrait changer la façon d'éduquer. On pourrait intégrer des équipes pour vraiment faire du renforcement puis essayer de prévenir. Parce qu'on sait que, particulièrement aux États-Unis, cette génération actuelle a moins d'espérance de vie que leurs parents. Donc, c'est prouvé que ça s'est détérioré. Et là, si on rentre dans un contexte post-pandémie où il y a plus de détresse, plus d'anxiété, on sait qu'il va y avoir plus de diabète aussi. Donc, si on pouvait avoir accès à des meilleures ressources en prévention, puis avoir de l'aide également pour les patients qui ont des troubles financiers. Pourquoi les médicaments pour l'obésité coûtent si cher? On a des bons traitements qui pourraient faire perdre du poids, mais lorsque ça coûte 400-500 $ par mois, le régime public n'est pas d'accord. Vous savez que le régime public ne reconnaît pas l'obésité comme une maladie chronique. Donc, c'est une maladie chronique, mais pour eux, c'est un facteur de risque. Donc, la plupart des compagnies d'assurance, gouvernement, refusent de traiter l'obésité. Donc, c'est ce que je verrais, plus de sensibilisation, plus d'éducation, un meilleur accès aux thérapies pour aider à la perte de poids. Puis je pense qu'on verrait diminuer les complications reliées au diabète éventuellement. Excellent. Bien, Denis, je pense qu'on a assez bien couvert le sujet. Je pense que ce que tu nous as appris aujourd'hui va être assez utile aux patients, aux équipes, aux médecins aussi. Est-ce que tu aurais... je sais que tu nous as passé beaucoup de messages très pertinents et intéressants. Je pense qu'on les a retenus, mais si tu avais un dernier mot, une dernière recommandation, quelle serait-elle? Ben, en fait, ce que je dis toujours aux patients, mangez bien, bougez bien, dormez bien et soyez heureux. C'est la clé pour atteindre les cibles avec votre diabète type 2. Puis je retiens que tu as parlé du sommeil. Puis ça pourrait peut-être être un sujet d'un autre balado, mais c'est vrai que le sommeil est primordial pour la santé, puis on en parle trop peu. C'est peut-être le seul avantage de la pandémie. Les gens ont peut-être dormi un petit peu plus. Ils ont sauvé le voyagement soir et matin. Écoute, Denis, je te remercie grandement. Merci de t'être lancé dans cette aventure de balado pour les affaires francophones que l'on commence cette année. Alors, on aura sûrement l'occasion de se reparler éventuellement. Je te remercie grandement. Merci beaucoup pour l'invitation. Ça me fait plaisir. Nous recevions aujourd'hui le Dr Denis Choré. Je le remercie sincèrement pour avoir plongé avec nous dans cette nouvelle aventure. Je tiens aussi à remercier l'équipe des Affaires francophones qui a travaillé avec moi au concept et m'a offert un appui moral et technique. Je remercie particulièrement Isabelle Briand-Turpin et Virginie Albert. À très bientôt pour un autre Univers Santé francophone.